Bonjour, je suis Frédéric Sebag et je suis chef de clinique en électrophysiologie cardiaque à l'hôpital Henri Mondor. Et je vais vous présenter quelques dossiers d'une sous-spécialité de la cardiologie, tout en restant bien sûr dans le programme des ECN, qui est la science des troubles du rythme et des troubles de conduction du cœur, qu'on appelle classiquement la rythmologie. Euh, donc on va commencer avec un dossier, premier dossier, un dossier assez simple, un dossier de palpitation. Donc un monsieur sans antécédents qui consulte pour des troubles du rythme et il ressent des palpitations. Ce qui est intéressant de voir dans cet énoncé, c'est le début, qu'elles sont assez fréquentes et qu'elles peuvent durer plusieurs heures et qu'elles sont isolées, hein. Il n'y a pas d'essoufflement, il n'y a pas de gêne thoracique, ni perte de connaissance. Donc pas de syncope non plus. Donc pas de problème, pas de facteur de risque particulier, une tension qui est normale et un examen qui est normal. Donc souvent c'est ça les palpitations, c'est des sujets jeunes sans trop de comorbidité et qui viennent vraiment pour une plainte fonctionnelle des palpitations qui les gênent dans leur activité quotidienne. Première question, électrocardiogramme. Donc on commence par un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, le plan de lecture, c'est assez classique. On commence toujours par le rythme. Vous voyez bien que le rythme, les ondes P sont de morphologie normale et surtout euh, les ondes P précèdent chaque QRS. Donc il s'agit très probablement d'un rythme sinusal normal. Euh, Ensuite, l'espace PR est normal. Les QRS, je vous rappelle qu'il y a 4 questions concernant les QRS. La première, c'est l'axe. L'axe est normal puisque positif en D1 et en VF, donc probablement dans le quart inférieur gauche. Euh, Par ailleurs, les QRS sont fins. Je vous rappelle que pour dire fin, c'est moins de 120 millisecondes. Ensuite, l'amplitude euh, est normale. Et enfin, il n'y a pas d'onde Q ni de rabotage des ondes R. Pourquoi j'essaye de revenir dessus? Pourquoi, quand je dis que quand c'est positif en D1 en VF, forcément l'axe est normal? C'est très simple en fait. L'axe du QRS, ça se calcule de la façon suivante, hein. Donc ça, c'est l'axe de D1. Ça, c'est l'axe de VF. D'accord? Donc si c'est positif en D1 et en VF, c'est dans ce quart-là. Et donc ça veut dire que l'axe est normal. Donc une manière simple de vérifier l'axe, regardez D1, regardez VF. Si c'est positif dans les deux dérivations, votre axe est normal. Donc voilà, c'est un électrocardiogramme normal, il n'y avait pas de trouble de repolarisation par ailleurs. Ensuite, il manque deux éléments dans l'interrogatoire concernant les palpitations. Un interrogatoire de palpitation, ça comporte les questions suivantes. Déjà, ce qui manquait, c'est si les palpitations survenaient au repos ou à l'effort. Des palpitations qui surviennent à l'effort, ou typiquement aux émotions, indiquent un contexte adrénergique, contrairement à celles qui surviennent au repos. D'autre part, un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est si, et ça les patients le décrivent bien, c'est s'ils sentent que le pouls est régulier ou irrégulier. Si le pouls est irrégulier, ça dénote, comme vous le savez très souvent, une fibrillation atriale. J'avais déjà évoqué la durée, c'est juste pour vous rappeler l'interrogatoire complet de palpitation, le caractère permanent ou paroxystique de ces palpitations, et enfin leur fréquence et éventuellement leur gène évoqué par le patient. Quels éléments anamnestiques orientent vers un diagnostic de gravité? Pareil, la fin de l'interrogatoire doit essayer d'orienter vers des éléments qui permettent une prise en charge rapide et précoce, ou si au contraire on se laisse le temps de faire un diagnostic, de temporiser un petit peu les choses. Donc l'aspect fondamental des choses, c'est savoir si le patient a déjà une cardiopathie en dessous. Si le patient a déjà une cardiopathie
ou un infarctus, enfin une cardiopathie, qu'elle soit ischémique, qu'elle soit une cardiomyopathie, qu'elle soit une cardiopathie valvulaire, ça change complètement le pronostic de ces palpitations. Donc il faut demander aux patients s'ils ont des antécédents d'infarctus ou de cardiopathie diverses et variées. Je mentionne quand même l'existence de troubles du rythme connus, déjà diagnostiqués, et évidemment, si le patient porte un défibrillateur ou un stimulateur cardiaque, le diagnostic de cardiopathie a déjà été fait, et donc il faut quand même essayer de le mentionner à l'interrogatoire. Et enfin, on sait que les troubles du rythme peuvent avoir une composante génétique, et il faut bien rechercher, faire un arbre généalogique si nécessaire, de rechercher des morts subites et des syncopes dans la famille, surtout à des âges jeunes, des syncopes ou des morts subites à l'âge jeune dans la famille. C'est vraiment un aspect fondamental et ça marque, encore une fois, ça marque le pronostic de ces palpitations. Je vous demandais ensuite, dans la question 4, quels étaient les 2 examens complémentaires à prescrire en cas de palpitation. Là encore, c'est toujours la même chose. Il faut rechercher une cardiopathie. Et quel est le meilleur moyen de chercher une cardiopathie? C'est l'échographie transthoracique, qui va faire le point sur l'état des ventricules, l'état des oreillettes, l'état des valves, l'état du péricarde éventuellement, pour voir s'il s'agit de palpitations sur un cœur sain, normal, ou de palpitations sur un cœur déjà malade et fatigué. Et enfin, votre électrocardiogramme était normal, donc le patient décrit vos palpitations, vous n'avez pas de documentation de ces palpitations, vous ne savez pas quel est le rythme sous-jacent à ces palpitations, donc il faut essayer de traquer un électrocardiogramme pendant les palpitations. Alors, l'examen le plus simple, c'est le Holter ECG. Le Holter ECG, il peut y en avoir plusieurs, ça peut être le Holter ECG des 24 heures, 48 heures, 72, maintenant il existe des Holter ECG de 4 jours, de 96 heures. Si ça ne marche pas, si on n'arrive toujours pas à découvrir des palpitations, parce que vous comprenez bien qu'en 3-4 jours, on peut ne pas avoir de palpitations, on peut faire des enregistrements beaucoup plus prolongés qu'on appelle des spider flash, qui permettent des enregistrements sur 15 jours. Et si vraiment on n'a aucune documentation électrocardiographique, dans des cas heureusement assez rares, on peut implanter un Holter qui se pose juste là où il y a mon micro, sous la peau, et ce Holter implantable enregistre le rythme cardiaque du patient pendant 18 mois et lors de palpitations pourra amener des éléments au diagnostic. Quels médicaments prescrivez-vous dans l'attente des résultats des examens, c'est-à-dire dans les résultats de l'écho et les résultats de Holter? Le message très important, et c'est un message assez majeur en médecine et en cardiologie en particulier, c'est que tant qu'on n'a pas de traitement, on ne donne pas de médicaments. C'est du bon sens, ça peut paraître du bon sens, mais c'est vraiment important. Pas de diagnostic, pas de traitement. Donc vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, votre électrocardiogramme est normal, vous n'avez pas les résultats du Holter, vous n'avez pas les résultats de l'écho, donc il est hors de question de prescrire un médicament, même dans l'attente d'un médicament, même chez un patient qui est très demandeur et qui vous sollicite pour une prescription. Alors, dans les palpitations, il y a des causes dites cardiaques, c'est les troubles du rythme dont on va essayer de voir quelques exemples tout à l'heure, et les causes extracardiaques. Et il faut s'attacher à les rechercher parce qu'on peut laisser rester très souvent, on peut errer très souvent dans le diagnostic alors qu'il s'agissait d'une cause extracardiaque. Donc, quelle cause extracardiaque faut-il rechercher chez notre patient? La première, c'est la prise d'alcool. L'alcool, comme vous avez dit, est toxique pour le cœur et peut entraîner le plus souvent des femmes et n'importe quel type de palpitation. Des signes, il faut rechercher des signes d'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie est un facteur majeur de FA
est un facteur majeur même de tachycardie sinusale. Donc il faut s'attacher à le rechercher et au moindre doute faire des dosages thyroïdiens. Rechercher la fièvre est tachycardisante. Rechercher des signes de grossesse. De la même manière, les patientes enceintes sont en hyperdébit et une manière d'augmenter le débit, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque. Et pas chez notre patient, mais chez les patients un petit peu obèses, chez des patients fumeurs, chez des patients qui ont des signes évocateurs, rechercher une apnée du sommeil. Monsieur A revient vous voir avec l'électrocardiogramme suivant qu'on va essayer de regarder ensemble, qui a été fait pendant une crise de palpitation. Donc là, vous avez un diagnostic. Et quel est-il et quels sont les deux principes de sa prise en charge. Alors, vous allez voir, hein, on va faire comme ça 3-4 exemples. La prise en charge de palpitation, c'est quelque chose d'assez standardisé. Donc, l'électrocardiogramme, le voilà. Donc, la première des choses, c'est quand vous avez un électrocardiogramme comme ça, c'est de ne pas paniquer. Il faut essayer de rester logique et déjà dire que c'est une tachycardie. Et il y a deux algorithmes, il y a un élément décisionnel dans l'algorithme des tachycardies. C'est si les tachycardies sont à QRS fin ou les tachycardies sont à QRS large. Quand les tachycardies comme ça sont à QRS fin, il s'agit toujours d'une tachycardie dite supraventriculaire, c'est-à-dire qui se situe au-dessus des ventricules, c'est-à-dire le nœud auriculo-ventriculaire, la jonction entre l'oreillette et le ventricule, et l'oreillette elle-même. Bon, on a déjà pas mal avancé. Quelles sont les causes de tachycardie supraventriculaire? Pareil, il y en a quelques-unes seulement qu'il faut retenir. C'est la tachycardie sinusale, c'est la tachycardie atriale, c'est-à-dire un foyer ectopique dans l'oreillette qui décharge à une fréquence rapide, qui coiffe le nœud sinusal et qui conduit au ventricule. Et tout ce qu'on appelle, et c'est le cas ici, je vais vous expliquer pourquoi, les tachycardies jonctionnelles. Alors, pourquoi ici il s'agit d'une tachycardie jonctionnelle? Donc, il s'agit d'une tachycardie régulière à QRS fin. Le plus souvent, on dit que c'est une tachycardie jonctionnelle. Le mieux, c'est, je pense, par exemple, de voir en D2, ou même D2 qui est là. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir en D2, ici, il y a toujours une petite butée qui se surimprime à la fin du QRS et entre le QRS et l'onde T. Et en fait, ça, cette onde, c'est l'onde P rétrograde. C'est-à-dire qu'en même temps que le ventricule est activé, il y a un influx qui monte vers les oreillettes. Et donc ça, c'est typique, l'onde P rétrograde qui colle le QRS, c'est typique d'une tachycardie dite jonctionnelle. Donc il s'agissait donc d'une tachycardie jonctionnelle, tachycardie régulière, avec des ondes P, parfois elles sont invisibles, parfois elles se surimpriment comme ça entre la fin du QRS et l'onde T, et la prise en charge est toujours la même. Ce que je veux bien préciser, c'est que le diagnostic tachycardie supraventriculaire aurait pu être accepté ici. Le problème n'est pas d'avoir un diagnostic précis, le problème est que devant ce type de tachycardie, c'est toujours la même prise en charge. La prise en charge, c'est dans un premier temps des traitements anti-arythmiques. Alors on peut donner plus souvent chez des gens jeunes comme ça des bêta-bloquants puisque c'est ce qu'ils tolèrent le mieux. On peut donner des inhibiteurs calciques bradycardisants. On peut donner aussi de la flécaïne éventuellement. Mais le plus souvent c'est des bêta-bloquants. Éventuellement leur enseigner les manœuvres qui arrêtent ces crises de tachycardie. Le plus souvent c'est des manœuvres vagales. Pourquoi les manœuvres vagales? Parce que quand vous faites par exemple un massage du sinus carotidien, vous avez un réflexe vagal et ce réflexe vagal va inhiber le nœud auriculo-ventriculaire. Donc tous les influx qui passent au niveau du nœud ventriculaire vont être inhibés et donc c'est ça qui va casser la tachycardie. Et si ça persiste, si le patient
malgré le traitement, malgré le traitement antiarythmique, malgré les manœuvres vagales qui lui ont été enseignées, si cela est trop gênant pour sa vie quotidienne, on peut faire ce qu'on appelle une épreuve électrophysiologique pour déjà bien être sûr du diagnostic de tachycardie jonctionnelle et faire une espèce de petite cautérisation, ce qu'on appelle une ablation par radiofréquence, une cautérisation pas loin de la région du nœud, pas sur le nœud parce que sinon le patient est en BAV, mais pas très loin de la région du nœud auriculo-ventriculaire pour bloquer l'influx de cette tachycardie jonctionnelle. Monsieur A vient vous revoir avec un autre électrocardiogramme qui a été fait aux urgences pendant une crise de palpitation. Donc on se met là dans un autre cadre hypothétique de patient. Pareil, quel est votre diagnostic? Quels sont les deux principes de prise en charge? Donc cet électrocardiogramme, le voici. Donc on voit que sur un fond d'électrocardiogramme normal, on a des ectopies ventriculaires, ce qu'on appelle des extrasystoles ventriculaires. Alors la question que je vous pose, c'est d'où viennent ces extrasystoles? Et il y a un adage dans l'électrocardiogramme, c'est d'essayer d'abord de voir V1 et les dérivations inférieures pour se donner une idée. Alors pourquoi je dis ça? V1 se situe, la dérivation V1 se situe sur le bord droit du sternum. Donc tout ce qui est positif en V1, ça vient vers la droite. Donc si ça vient vers la droite, c'est que ça part de la gauche. Tout ce qui est positif en V1 part de la gauche pour aller à la droite. Et quand quelque chose est positif en V1, ça veut dire que le foyer se situe à gauche. Là, comme le foyer est négatif, comme l'électrosystole est négative en V1, c'est l'inverse. C'est que ça part de la droite pour aller vers la gauche, donc ça vient bien de la droite. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pourquoi avoir les dérivations inférieures? Vous voyez quand D2, D3 et VF, l'axe est très très positif. Hein, le QRS est très positif sur les extrasystoles. Et les dérivations inférieures, c'est un peu le même principe. Si c'est positif, c'est que ça vient d'en haut. Si c'est positif en inférieur, c'est que ça vient d'en haut pour aller en bas. Et donc, on a des extrasystoles qui viennent de la droite et vers le haut du cœur. Et quelle est la région qui est à droite et en haut du cœur? C'est ce qu'on appelle l'infundibulum pulmonaire, qu'on appelle aussi la chambre de chasse pulmonaire, ce qu'on appelle aussi, c'est la région juste, musculaire juste en dessous de l'artère pulmonaire qui se situe en haut et à droite du cœur. Et c'est un motif extrêmement fréquent de palpitations chez les sujets jeunes, ces extrasystoles dites infundibulaires. Donc il s'agit donc des extrasystoles de type infundibulaire parce qu'elles sont négatives en V1 et surtout, c'est ça qui est très important, positives dans D2, D3, VF. Donc elles partent bien d'en haut pour aller vers l'axe inférieur du cœur. Et le traitement est en fait exactement le même. On peut donner des traitements antiarythmiques, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques de la même manière. Et là encore, si le patient est encore gêné malgré tout, on peut pratiquer une épreuve électrophysiologique, regarder exactement d'où vient le foyer et pratiquer pareil une petite cautérisation, ce qu'on appelle une ablation par radiofréquence de ce foyer, ce qui arrête, ce qui va en fait brûler les cellules localement et va annihiler complètement l'émergence de ce foyer ectopique. C'est ce qu'on appelle une ablation par radiofréquence. Et elle se propose uniquement en cas d'échec du traitement médical. Question numéro 9, nouvel électrocardiogramme que je vous laisse regarder. Donc là, on voit qu'il s'agit encore d'une tachycardie avec des QRS fins. Contrairement au premier cas d'électrocardiogramme, cette tachycardie est certes régulière, mais on le voit par exemple très bien en V1, vous avez une activité atriale qui est clairement individualisée, une activité atriale qui précède bien le QRS.
et une onde P qui a une morphologie, une taille normale. Donc il s'agit là, cette fois-ci, d'une tachycardie sinusale. Donc tachycardie sinusale, c'est dans l'extrême majorité des cas une adaptation physiologique du rythme cardiaque aux besoins de l'organisme. Donc il faut rechercher une cause extracardiaque. Est-ce que c'est une anémie? Est-ce que c'est une fièvre? Est-ce que c'est une hyperthyroïdie? Est-ce qu'il y a peut-être éventuellement un phéochromocytome, même si c'est assez rare? Bien rechercher, bien interroger les patientes, jeunes patientes pour voir si elles ne sont pas enceintes. Globalement, cette fois-ci, le traitement n'est pas médicamenteux. Comme je vous dis, dans l'extrême majorité des cas, il s'agit d'une adaptation physiologique du rythme cardiaque. Et donc, l'idée, c'est de limiter, c'est plutôt des règles d'hygiène de vie, limiter les excitants et limiter la prise de caféine le plus souvent, par exemple. Donc voilà, ça clôt ce dossier. Des cas de palpitations, il y en a encore quelques autres étiologies possibles. On a essayé de balayer ensemble les 3 plus grosses, à mon avis, qui sont la tachycardie jonctionnelle, les extrasystoles infundibulaires et la tachycardie sinusale. Les palpitations, c'est un motif fréquent de consultation chez le médecin généraliste. Et c'est important, comme je vous ai dit dans une des questions, de toujours avoir un diagnostic avant de traiter. Parce que si vous vous dites que c'est par exemple des extrasystoles infundibulaires, alors qu'en fait c'était une tachycardie sinusale, vous vous donnez un traitement alors que ce n'est pas indiqué. Toujours, là encore, rechercher les causes extracardiaques, anémie, fièvre, grossesse, hyperthyroïdie, de palpitations. Le traitement est assez classique. Traitement antiarythmique, une fois que le diagnostic est posé, traitement antiarythmique en première intention. Et puis éventuellement, si le patient reste gêné, traitement dit électrophysiologique par ablation, par un courant de radiofréquence le plus souvent. Nous avons traité ensemble les items 309 électrocardiogramme et les items 325 palpitations.